retour sur le plateau d'Actu Matin. Je suis avec mon invité, Dr Jacques Richard Kodjo. Vous êtes acteur politique, membre du parti Union Progressiste Le Renouveau. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Avec vous, on va commencer déjà par analyser cette situation en Côte d'Ivoire, considérée comme le principal concurrent du parti du président Alassane Ouattara pour la présidentielle d'octobre. L'ancien patron du Crédit Suisse a été radié de la liste électorale. Comment on appelle ça si ce n'est pas de l'exclusion? Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être sur les plateaux de Canal 3 Bénin, parce que je pense qu'il y a du travail formidable qui se fait ici. Et je vous encourage à continuer dans la même veine. Merci. Et je salue tous les promoteurs de Canal 3 avec qui pour qui j'ai un profond respect. Le sujet que vous évoquez ce matin est un sujet d'une gravité extrême. C'est d'une gravité extrême en ce que ce soit vraiment à la veille de l'élection qu'on puisse faire ce coup à un des candidats à l'élection, cela pose un grave problème, j'allais dire, de démocratie et un grave problème de la qualité de la classe politique que nous avons sous nos tropiques. Donc, je pense que... Alors oui, c'est facile de crier à l'exclusion. Évidemment, c'est une exclusion. C'est-à-dire que aujourd'hui, tout le monde est frileux avec l'expression exclusion au Bénin, mais à la suite du président de mon parti, le professeur Joseph Diabuenou, j'assume complètement le mot exclusion. Parce que dans la vie de tous les jours, nous procédons à des exclusions. Et donc, oui, c'est une exclusion. Il faut regarder ça comme une forme de gouvernance? Oui, bien entendu. C'est-à-dire que l'exclusion est consubstantielle à la nature humaine et à la vie en communauté. C'est-à-dire que ce n'est pas une forme de gouvernance. C'est consubstantiel à l'individu. Tout ce que vous posez comme acte dans la vie, c'est que vous excluez au quotidien. Lorsque vous avez choisi votre épouse, vous avez exclu d'autres femmes. En choisissant votre épouse, vous avez exclu d'autres femmes. En choisissant un modèle de véhicule, vous avez exclu les autres modèles de véhicules. Et donc, tous les jours, nous excluons. Tous les jours, dès que vous faites un choix, c'est que vous renoncez à quelque chose. Toujours. À moins que vous n'ayez pas le choix. Et donc, si on veut dire que le mot exclusion ou exclu, on ne devrait plus l'utiliser, d'accord. Mais on peut parler alors de renonciation. En faisant un choix, on renonce. Et les règles des élections en Côte d'Ivoire sont claires. Mais le problème, ce qui rattrape le candidat Tidjane Thiam aujourd'hui, c'est juste le code de nationalité de la Côte d'Ivoire. Et c'est en cela que je dis que c'est un problème grave. Le code de nationalité de la Côte d'Ivoire accepte la double nationalité. Et Tidjane Thiam était de double nationalité, franco-ivoirienne. Jusque-là, aucun problème ne se posait. Mais seulement lorsqu'il a été élu président de son parti, PDCI-RDA, c'est seulement en ce moment qu'une militante du PDCI-RDA dénonce sa binationalité qui ne serait pas régulière. En effet, en se référant au code de nationalité ivoirien, en son article 48 et alinéa 1, il n'est pas admis la double nationalité pour l'Ivoirien qui choisit à l'âge adulte d'avoir une autre nationalité. En termes simples, lorsque vous êtes Ivoirien et qu'à l'âge adulte, vous décidez de prendre une nationalité étrangère, le test le dit, c'est-à-dire qu'après, aujourd'hui on est choqué, mais ce test date de 2012 ou de 2013, le test le dit clairement, en acceptant une autre nationalité, vous perdez d'office la nationalité ivoirienne. Le test l'a dit clairement. Vous perdez d'office la nationalité ivoirienne et le test va plus loin.
je suis juriste par ailleurs, le texte va plus loin en disant « sans qu'il ne soit besoin de prendre un décret pour cela ». Sans qu'il ne soit besoin de prendre un décret pour cela. Parce qu'en réalité, les histoires de nationalité se confirment ou s'enlèvent par décret. Mais on dit que dans ce cas, lorsque, en tant qu'adulte, vous optez pour une autre nationalité, vous perdez d'office la nationalité ivoirienne sans qu'il ne soit utile de prendre un décret pour cela. Alors, ce test existait. Aujourd'hui, les soutiens du candidat Tidjane Thiam disent qu'il est né français, qu'il est né avec la double nationalité. Soit, s'il est né avec la double nationalité, quand on regarde sa trajectoire biographique, ben, on se pose des questions. Monsieur Tidjane Thiam, qui au demeurant est un neveu du président Houphouët-Boigny, son ivoirité ne pose aucun problème. Tout le monde est d'accord qu'il est ivoirien, et de père et de mère d'ailleurs. Ça ne pose aucun problème. Il est né à Abidjan, il a fait le cours primaire et le cours secondaire à Abidjan, et c'est seulement après le baccalauréat qu'il est allé faire des études supérieures en France. Et on dit dans sa biographie que c'est en 1987, lorsqu'il est sorti major de sa promotion au niveau des mines en France, que l'État français lui a décerné la nationalité française. Et donc, il est devenu français depuis 1987. Pour un petit calcul, pour quelqu'un qui est né en 1962, en 1987, je crois qu'il devait avoir, enfin, 20 ans, 25 ans, je ne sais plus. Dans tous les cas, il était adulte lorsqu'il acceptait la nationalité française. Et donc, depuis lors, en acceptant la nationalité française depuis 1987, il a renoncé à la nationalité ivoirienne. C'est ça la réalité des faits. Maintenant, vous me direz, pourquoi on l'a laissé voter après 1987? Occuper même des fonctions politiques oui. À plusieurs niveaux. Non, étranger, ça ne l'empêchait pas d'occuper des fonctions politiques. Mais étranger, ça l'empêchait d'être inscrit sur la liste électorale. Et donc, vous me direz, mais pourquoi depuis 1987, il a participé aux élections, il a voté et tout, et c'est seulement maintenant que vous sortez ça. Évidemment qu'il a fait ses classes à Abidjan, il est ivoirien, et donc, on l'a laissé, personne ne s'est occupé de lui. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure... parce qu'il dérange, on s'occupe de lui, c'est ça? Oui, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la qualité de la classe politique sous nos tropiques. Quand vous décidez d'entrer en politique, s'il vous plaît, quand vous décidez d'entrer en politique, faites le ménage derrière vous. Faites le ménage. Nettoyez derrière vous. Videz vos placards. Parce qu'en politique, mais tous les coups sont permis, on ne vous fera aucun cadeau. Et moi, je suis pour cela. Je suis pour qu'on puisse ne pas faire de cadeaux à celui qui aspire à nous diriger, nous tous. On ne doit pas lui faire de cadeaux. Si vous avez des choses dans vos placards, nettoyez-les avant d'entrer en politique. Moi, c'est ce que j'ai juste à dire à monsieur Tidjane Thiam. Je dis, mais vous vous êtes comporté avec légèreté. Quand on veut entrer en politique, on regarde derrière soi, on balaie sa chambre, on balaie sa cour, on va regarder dans l'arrière-cour si on n'a pas laissé des déchets. Parce que lorsque, en politique, vous avez laissé des déchets, les gens iront vous les sortir. Ce n'est pas le moment de pleurer. Il aurait dû penser à ça plus tôt. Parce que c'est clair que dans sa trajectoire biographique, on a quelque chose à dire sur sa double nationalité. D'ailleurs, lui-même l'a confirmé en renonçant à la nationalité française en 2025. Pourquoi ils ont le besoin de renoncer à la nationalité française en 2025? C'est pas interdit en Côte d'Ivoire d'avoir la double nationalité. Pas du tout. Le président Ouattara a la double nationalité. C'est pas interdit en Côte d'Ivoire. Lorsque vous avez acquis une autre nationalité par le mariage, vous pouvez continuer à garder les deux nationalités en Côte d'Ivoire. C'est pas interdit. Mais pourquoi il sent le besoin lui-même de renoncer à la nationalité française? Ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Aujourd'hui, la conséquence de cette radiation, c'est qu'il ne pourra pas être candidat. Oui, malheureusement. Malheureusement, mais il n'est pas le seul individu au PDC-IRDA. Il n'est pas le seul.
Le PDCI-RDA n'a qu'à se trouver un autre candidat très vite et arrêter de pleurer sur le lait renversé. Parce que c'est ça aussi la qualité des hommes politiques que nous avons en Afrique. Dans le contexte ivoirien, c'est quand même un peu bizarre parce que toutes les personnes qui sont considérées comme étant des challengers sont en train d'être, en tout cas, exclues. On a vécu d'autres cas avec Gbagbo et bien d'autres personnalités. Et aujourd'hui, on a bien le sentiment que tout a été fait justement pour que les choses soient à l'avantage du parti au pouvoir. Non, c'est pas. Cette impression ne se dégage pas seulement de la Côte d'Ivoire. C'est une impression qui se dégage aussi de ce qui se passe au Bénin. Mais moi, je pense simplement qu'il y a des gens qui veulent pas suivre des règles et qui passent leur temps à pleurer sur le lait renversé. Jouer le jeu démocratique. Le jeu démocratique est régulé par les règles. Et à partir du moment où les règles ont été fixées par les personnes indiquées pour les fixer, c'est un challenge. On n'a qu'à se battre. Et puis, nul n'est éternel dans sa position. Donc aujourd'hui, s'il y a une majorité qui se dégage et qui fixe des règles, suivons les règles, de sorte qu'un jour nous puissions renverser la majorité pour pouvoir également établir les règles. Dans tous les cas, aucun législateur ne légifère pour nuire au peuple. Toute législation qui se fait dans le monde se fait toujours dans le sens du bien du peuple. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle les représentants du peuple. Et donc, quand vous avez quelques couacs, quand vous avez quelques accointances ou quelques scories dans votre vie ou dans votre parcours et que les tests décident de ne pas vous accepter comme challenger, n'allez pas là pour pleurer. Il faut suivre les règles. Voilà. Allez, on revient au Bénin tout à l'heure quand vous citez le cas du Bénin, c'est pour dire que nous sommes aussi dans ce genre d'option d'écarter des candidats. Oui, c'est ce que les gens racontent. C'est bien ce que les gens racontent. C'est ce que les gens racontent. Et j'estime ce que les gens racontent ou c'est ce qu'on fait, ou c'est ce qui se fait? Non, ce n'est même pas les gens qui racontent, c'est les défaitistes. C'est les fainéants, c'est les gens qui ne veulent pas aller en compétition qui racontent ça. Mais c'est complètement aberrant. Ça n'existe nulle part, ça. On a dit, allons en compétition. Mais et vous? Mais j'ai suivi tout à l'heure la page sport ici, sur ce plateau. Qu'est-ce qui se fait quand on va en compétition? Il y a des instances qui décident des règles de la compétition. Alors, on décide des règles de la compétition. Et vous, le compétiteur, vous arrivez, vous dites non, que ces règles-là sont trop fortes pour vous. Que ces règles-là sont trop exigeantes pour vous. Mais à quoi assistons-nous dans notre pays? Moi, je pense qu'on a une grave crise morale. Parce que les gens qui aspirent à nous diriger et qui ont peur des règles qu'on est en train de poser, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de nous? S'il vous plaît, excusez-moi, mais il y a encore aujourd'hui dans des facultés, à l'université nationale publique au Bénin, il y a des facultés dans lesquelles pour aller en année supérieure, il faut réunir 12 de moyenne. Il y a des facultés qui exigent 12 de moyenne. Ben alors que 12, ce n'est pas la moyenne. Quand on est sur 20, 12, ce n'est pas la moyenne. Quand on est sur 20, la moyenne, c'est 10. Mais certaines facultés ont choisi de dire, ce n'est pas avec la moyenne que vous passez, mais la moyenne que vous devez réunir pour passer, c'est 12. Alors, imaginez, vous qui êtes doyen d'une faculté, cette règle existe, et vous avez des étudiants qui viennent, qui font leur entrée dans votre fac, et qui font grève pour dire que non, eux ne veulent pas passer avec 12, qu'eux veulent passer avec 10. Mais c'est aberrant. Et je pense que ces choses-là, il faut que nous les dénoncions pour inculquer l'excellence. Si nous demandons l'excellence dans le milieu éducatif, si nous demandons l'excellence dans le milieu de la santé, parce que nous voulons les meilleurs médecins, nous voulons les meilleurs plateaux techniques pour nous soigner, pour que nous vivions mieux, plus longtemps, nous allons exiger également l'excellence dans le milieu politique. Il ne s'agit pas d'écarter quelqu'un.
Vous avez emprunté tout à l'heure les propos de votre président du parti qui évoquait justement que quand on fait un choix, c'est une forme d'exclusion. Cela a fait réagir quand même pas mal de personnes dans notre pays. Est-ce que cela ne frise pas quand même un peu, comment on dit, une confession de ce que, au niveau de la gestion de notre pays, on fait tout justement pour exclure? Alors, vous avez en face de vous, moi je suis un juriste. Et à partir du moment où on commence à fixer des règles, c'est qu'on commence à exclure. Et donc, et quand cela nous attire des ennuis. Crier à l'exclusion, pour moi, c'est simplement du fainéantisme. Parce que dès qu'on se met à poser des règles, on exclut. Bon, au nom de quoi on dit que la majorité a 18 ans? Au nom de quoi? Vous avez des gamins de 14 ans qui sont beaucoup plus matures que des personnes de 20 ans. Mais pourquoi on dit qu'on devient majeur à 18 ans? On exclut en disant ça. Pourquoi on doit voter? Alors, élection présidentielle, pour être candidat, il faut avoir au moins 40 ans et avoir au plus 70 ans. Je vais vous rappeler que moi, j'ai voté pour la Constitution de 90. Je suis allé aux élections. Et Monseigneur de Souza, qui est venu nous amener à voter, nous avait demandé de voter le oui. Je vous rappelle, peut-être que les gens ne savent pas, mais il y a eu 3 bulletins de vote pour ce référendum. Il y a eu le vert, qui signifiait oui, mais, et il y a le blanc, qui signifiait oui, et il y avait le rouge, qui signifiait non. Et donc, on a voté le oui. Pourquoi le oui, mais? Le oui, mais parce que il y avait les anciens présidents de la République qui se sentaient exclus par cette constitution. Le mot exclusion, s'il vous plaît. Le Bénin, comme tout le monde aime à le dire, n'est pas né en 2016. Le Bénin a une histoire. Les anciens présidents de la République qui étaient dans la salle et qui se sentaient exclus par cette limite d'âge de 70 ans, se sont imposés pour que le citoyen lambda aille décider si on devait les exclure ou pas. Donc on avait 3 bulletins de vote, le blanc, le vert et le rouge. Le blanc a triomphé. Le blanc, c'est le oui tout court. Et c'est ce oui-là qui acceptait qu'on ne soit pas candidat à plus de 70 ans. C'est vous dire que déjà là, on a fait un choix. Et ce choix a exclu. Mais on a exclu depuis la conférence nationale. On a exclu tous les jours. Le président, le président Kérékou, dans les choix qu'il a fait, a exclu. Le président Yahi Boni, dans les choix qu'il a fait, a exclu. Pourquoi le président Yahi Boni décide de faire une route et qui aille à son domicile à Parakou, alors qu'il y a d'autres routes plus? Il a exclu. Mais ces choses-là, le président Soblo, il a exclu aussi en faisant des choix. Il faut continuer à exclure. Choisir, c'est exclure. Allez, on va évoquer ce sujet. Vous avez sans doute vu ces images des parlementaires du Parti Les Démocrates qui ont rendu visite à Maître Adrien Roumbédy. D'abord, comment vous gérez justement ce genre de rapprochement entre votre partenaire politique, puisqu'on parle de l'Union progressiste, le Renouveau, et ce parti d'opposition? Alors, oui, je reconnais, j'assume complètement être du même parti que le président Adrien Roumbédy, pour qui j'ai le plus grand respect d'ailleurs. Et le président Adrien Roumbédy, ça ne vous aura pas échappé, est un avocat de profession. Et donc, c'est quelqu'un qui a une liberté de penser, qui a une liberté d'esprit. D'ailleurs, je pense que son âge le lui permet. Et comme on est du même camp, je vais me priver de donner mon opinion sur la personnalité. Je donne ça à d'autres endroits, mais ici, je ne vais pas le faire. Simplement parce que chez nous, dans notre parti politique, et quand nous avons des choses à nous dire,
Nous avons des siècles pour nous les dire. C'est pas sur un plateau de télé que nous venons les dire. Vous dites, en revanche, oui. excusez-moi, en revanche, c'est vraiment le groupe parlementaire Les Démocrates, parce que c'est le groupe parlementaire Les Démocrates qui est allé faire le slalom là-bas au domicile du président Adrien Ngouegui. Mais c'est le groupe parlementaire Les Démocrates qui me laisse pantois et qui me laisse une impression vraiment de dégoût. Que des personnalités de ce rang soient là à pleurnicher et à demander... On va pas utiliser ces mots. D'accord. Je retire les mots. Les députés ont rendu une visite de courtoisie, justement. C'est ça l'objectif de leur visite. Ils ont quand même cette liberté de rendre visite à mais bien entendu. On ne va pas les critiquer pour ça. D'accord, on va les critiquer pourquoi alors? Pour apprécier justement, comment on dit, ce rapprochement que nous voyons. Non, il n'y a eu aucun rapprochement. C'est quand même un de vos partenaires. Non, ils sont allés négocier, ils sont juste allés négocier un soutien pour la révision du code électoral. Lisez le communiqué qu'ils ont sorti à la fin de la rencontre. Comment expliquez-vous que cette négociation soit avec un de vos partenaires? Mais évidemment, il faut bien qu'ils viennent négocier avec nous s'ils veulent l'obtenir. Parce qu'ils n'ont pas la majorité au Parlement. Ils ne sont pas allés voir le pays, enfin ils ne sont pas allés voir Diogbenou, ils sont allés voir Ngouegui. Oui, mais vous savez très bien que en termes de lobbying, en termes de lobbying, les négociations parallèles sont parfois très efficaces. Ngouegui, le président de votre parti. Pas du tout, mais on n'a pas besoin directement d'aller de front. S'ils ont une très bonne stratégie, et c'est d'ailleurs ça que je leur conseille, c'est de côtoyer et d'avoir beaucoup de gens à leur cause avant d'évoquer le sujet pour que cela puisse atteindre un objectif. Je pense que dans ce cadre-là, leur démarche serait une démarche très bien comprise. Mais malheureusement, excusez-moi, hein, ce n'est pas que je tiens des propos, mais c'est des gens qu'on connaît. Je vous ai dit, on a une histoire. En 2019, c'est ces mêmes députés d'aujourd'hui qui ont refusé d'aller aux élections parce qu'ils estimaient que le code électoral, que eux-mêmes ils ont contribué à voter, Éric Oundete étant vice-président de l'Assemblée à l'époque où le maître Adrien Ngouegui était président de l'Assemblée, il demande une relecture de ce code. Le code électoral qu'ils ont contribué à voter, ils ont refusé d'aller aux élections selon ce code électoral. Et ce même code électoral... Alors maintenant, on a révisé le code, ils étaient à l'Assemblée et ils sont là encore en train de réviser. Mais vous avez aussi Ngouegui aujourd'hui qui demande la relecture du code électoral et qui est quand même partenaire à votre parti politique. Oui, je pense Comment vous l'expliquez ça? Non, je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur la personne de Ngouegui. C'est la question que je vous pose. On n'a suffisamment pas des démocrates là maintenant. La position de Ngouegui aujourd'hui, comment vous expliquez ça? Oui, c'est ça que je veux vous expliquer. Il est toujours, oui, il est toujours membre de l'Union progressiste, le Renouveau. Mais ça ne vous dérange pas? Nous ne l'avons pas exclu. Si vous vous focalisez, ça va arriver? Si vous vous focalisez sur la personne du président Adrien Ngouegui, à mes questions. Non, mais je suis là pour éclairer l'opinion publique. Mais vous laissez le sujet. L'individu Adrien Ngouegui aujourd'hui n'existe pas. Aujourd'hui, ce qui existe, c'est le groupe. C'est d'ailleurs pour ça que quand vous nous demandez notre candidat pour l'élection présidentielle, nous vous disons que nous ne sommes pas pressés pour ça. Mais ces déclarations, vous en faites quoi? Mais ces déclarations valent ce qu'elles valent par rapport à un individu. Mais un individu n'est pas le groupe. C'est vrai qu'on a été traumatisé au Bénin, hein, où la politique était réduite à la personnalité des individus. Et le président Adrien Ngouegui l'a très bien incarné pendant des décennies. On a vu. Et lui, il incarnait le PRD. Mais aujourd'hui, un individu n'incarne plus du tout un parti politique. Ça a changé, ça. C'est les réformes auxquelles nous sommes en train de nous atteler. Vous le considérez toujours comme votre partenaire politique? Il n'est pas un partenaire politique. Maître Adrien Ngouegui est membre fondateur de l'Union progressiste, le Renouveau. Et en tant que tel, quand on tient ce genre de propos au niveau de votre formation politique, si Maître Adrien Ngouegui tient des propos attentatoires à la ligne du parti politique, les instances, s'il vous plaît, les instances du parti vont conférer là-dessus et prendront les décisions qui s'imposent. Et voilà. Il n'est pas encore là, c'est ça? Moi, je ne suis pas une instance du parti. Je ne suis pas une instance du parti pour le dire. Mais s'il tient des propos attentatoires à la ligne du parti,
Il y a des Alors instances quand vous mettez qui en ici, décideront. c'est que pour vous, jusque-là, on n'est pas encore à ce niveau. Non, parce que pour moi, en tant qu'individu, je n'ai pas toute la capacité pour apprécier ce qu'il dit. Mais ce n'est pas lui ce n'est pas lui le Mais on le problème. voit critiquer les grandes réformes du gouvernement. Il demande même le retour des exilés, la libération des prisonniers politiques. Une fois Ils sont encore, combien au niveau de l'Union progressiste Le Renouveau à tenir ce genre de langage? une fois encore, vous n'avez aucune idée de toutes les contradictions que nous gérons à l'interne. Nous sommes en train de construire un groupe. Nous sommes en train de construire un groupe. Je vous rappelle que l'Union progressiste Le Renouveau, c'est la fusion de plus d'une centaine d'anciens partis politiques. Ça doit pas être facile. Et chaque ancien patron de parti, il est avec son ego. Et chaque ancien patron de parti, il vient avec sa cohorte. Et si chaque ancien... Mais nous sommes en train de construire un groupe. Et nous avons décidé entre nous que sur la construction de ce groupe-là, nous avons mis en place des instances pour réguler. Et donc, si ce que vous dites, ou si ce que le président Adrien Oumbédi dit est contraire à la ligne du parti, les instances en décideront. À ce jour, je n'ai pas encore eu une résolution pour le voir. Mais ceux qui vont quémander la révision du code électoral, je pense que c'est simplement malheureux. Il faut aller au challenge, il faut se battre. Ils n'ont pas un peu d'honneur pour se dire, bon, ok, oublions cette affaire-là et démontrons-leur que nous, on aura 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Ils ne peuvent pas se dire ça. Quels sont ces hommes qui veulent nous diriger et qui manquent d'ambition à ce point-là? Il semble quand même recevoir quand même une attention de la part de Oumbédi, qui lui aussi demande la même chose que ce que... Non. Ils reçoivent de l'attention de tout le monde. Parce que c'est des Béninois. Nous sommes bien obligés de les écouter. C'est des Béninois. Et le Bénin nous appartient à nous tous. En tout cas, et eux aussi, ils ont leur mot à dire. À cette rencontre, il est dit que le président Adrien Oumbédi a également plaidé pour la relecture du code électoral afin de permettre des élections inclusives et transparentes. C'est la position de votre formation politique? Le président Adrien Oumbédi ne parlait pas au nom de l'Union progressiste Le Renouveau. Donc ça ne vous engage pas? Ah non, ça ne nous engage pas du tout. Il a souhaité aussi un dialogue national. Oui, ça ne nous engage pas du tout, ça. Et on a nos méthodes. Hein. Ces propositions-là peuvent venir dans un cadre donné et dans une situation bien délimitée pour qu'on puisse avancer. Merci à vous, Dr Jacques Richard Kodjo. Vous êtes acteur politique, membre de l'Union progressiste Le Renouveau. Merci d'avoir été là. C'était un honneur pour moi. Nous avons analysé la situation en Côte d'Ivoire. Nous avons évoqué aussi ce déplacement des députés du Parti Les Démocrates vers Oumbédi. Merci vraiment pour ces moments d'échange. Merci à vous. Passez une très bonne journée. Merci. Actu Matin se poursuit, on va marquer une pause.